Chers amis, bonjour. Nous sommes le 23 août 2024 et j'ai le plaisir de retrouver Fabrice qui est en Russie, à Krasnodar. On a déjà échangé il y a quelques mois et aujourd'hui, je souhaite avoir son avis d'expert en quelque sorte. Quand je dis expert, je ne parle pas de professeur de Sciences Po, ni de scientifique, ni de journaliste. Je parle de quelqu'un qui habite sur place, qui sait de quoi il parle. Donc voilà, on va se retrouver. J'ai vu l'actualité, donc c'est un sujet d'actualité. On va parler de visa pour la Russie, de visa idéologique. Fabrice a fait une vidéo, je viens de la voir aujourd'hui. J'ai quelques questions à lui poser. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Bonjour à toi, bonjour à l'Asie, de l'autre côté, on va dire, du continent eurasiatique. Bonjour à toi et bonjour à tes, on ne dit pas téléspectateurs sur YouTube, hein, on va dire tes abonnés. Oui, oui, abonnés, followers, amis, tout simplement, à tous nos amis et nos amis, nos nouveaux followers aussi. Voilà. Alors, bon, merci pour tout ce que tu fais pour donner des informations sur la Russie. Donc, c'est le Fariste européen, c'est bien ça que tu l'appelles? J'ai mon canal qui est lié à la vie en Russie et à l'aide aux gens qui veulent, employer le terme générique, s'expatrier en Russie, en particulier dans le sud de la Russie, au bord de la mer Noire, qui est le Kouban, le territoire de Krasnodar. Je me mets plutôt le focus dessus. Mais j'ai un autre canal qui fait un peu plus de politique et de géopolitique, qui s'appelle Eurasian Forum, qui pour l'instant est assez centré effectivement sur le conflit en Ukraine, mais qui au départ et qui par après va développer un peu plus des thèmes plus globaux, économiques, stratégiques, des choses évidemment qu'en France on ne parle peu souvent évidemment, parce qu'il ne faudrait pas non plus donner de l'information et des faits pour réfléchir par soi-même en France quand même, il ne faut pas exagérer. D'accord. Alors, de l'information, c'est ce qu'on souhaite diffuser aujourd'hui. Avec toi, tu vas nous fournir une information. Alors, tout le monde a vu l'information. Visa, bon, on sait de quoi il s'agit en gros. J'ai relayé l'information. J'ai eu quelques commentaires d'internautes. Certains disent que c'est un peu du blabla, c'est un visa de touriste de 3 mois, etc., etc. Rien de plus que ce qui existe déjà dans la plupart des pays occidentaux. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, j'ai vu visa de réfugié idéologique. C'était le titre, ou en tout cas, c'était ce dont tu parlais dans ta vidéo. Ma première question, c'est est-ce que c'est vraiment le véritable terme qui est utilisé en Russie ou est-ce que c'est un titre accrocheur pour une vidéo? Est-ce que dans l'administration russe, ils parlent de visa de réfugié idéologique ou est-ce qu'ils disent juste visa spécial, expatriation? C'est quoi le terme exact? C'est quoi vraiment? Bah, l'histoire, en fait, de ce visa, c'est un visa qui existe déjà, mais qui a été modifié par rapport à une demande particulière, un oukase, qui est un décret présidentiel. Et dans le décret, si on regarde, c'est des termes assez administratifs, mais dans l'explication de ce pourquoi de ce décret, ça vient d'ailleurs d'une émission, d'un forum auquel a participé Poutine, puisque Poutine, l'homme isolé du peuple, etc., intervient dans différents forums en contact avec les forces économiques, les forces vives, les forces civiles et citoyennes en Russie, dans différents formats et dans ce pays gigantesque. Et il y avait une personne en particulier, je ne sais pas s'il était député, je ne pense pas, et qui parlait justement de soutenir, parce qu'il y avait de plus en plus dans l'actualité de familles américaines nombreuses, religieuses en général, qui venaient en Russie s'installer parce qu'ils voulaient fuir ce qu'ils considéraient pour eux comme quelque chose d'inadmissible, c'est-à-dire la, la propagande LGBT pour leurs enfants. Et ils disaient, nous, on peut résister à cela, mais venir jusque dans les écoles, c'est inadmissible. Donc, ce pourquoi ils cherchaient un pays pour cela, et ils trouvaient que dans le monde occidental, on va parler très clair, le monde européen, le pays qui était le plus à même pour eux de donner cette liberté et, on va dire, protéger leurs enfants, c'était la Russie. Et à partir de là, il y a eu une discussion et elle a indiqué qu'il y avait effectivement des problèmes quand même de visa, puisque c'est pas simple de venir en Russie, de s'installer en Russie. Et Poutine a dit, bah, écoutez, Banco, on va faire quelque chose. Donc ce décret, cet oukase a été publié. Il indique que dans le cadre, il rappelait les valeurs de la société russe et certains éléments d'ailleurs qui sont dans la Constitution. La Constitution, il dit clairement le mariage, c'est entre un homme et une femme, point. Et la famille, c'est un père, une mère et des enfants. Il n'y a pas parent un, parent 2, parent 3 même. Il n'y a pas. Donc ça, c'est clair dans la Constitution. Et il indiquait les valeurs traditionnelles
russes, tout du moins celles qui sont promues par l'État et la société, puisque comme toute société, évidemment, en Russie aussi, il y a des divorces, il y a tout ce qu'on veut. C'est une société, il y a pas, c'est pas une société oppressive de ce côté-là, mais les valeurs promues publiquement, euh, quels que soient les médias ou les groupes sociaux, c'est celle-ci, et c'est bon, les valeurs familiales, les valeurs classiques, et il n'y a pas de... les enfants sont protégés et de tout ce wokisme, LGBTisme et toutes ces idéologies totalitaires. Donc, ce visa a, est- a été présenté comme un visa idéologique. En ce sens idéologique, pas une idéologie, est-ce que vous êtes libéral, est-ce que vous êtes, etc. C'est pas du tout cela, c'est idéologie par rapport à justement idéologie conservatrice, familiale et idéologie progressiste, comment dire aussi libéralnie, ou qu'on pourrait dire libéral, ou même aux États-Unis, c'est à peu près les mêmes. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le C'est comprendre. vraiment le terme utilisé dans les documents administratifs. C'était tu remplis le formulaire et ils te disent visa idéologique et après ils peuvent te poser des questions à cause de quelle idéologie, de quel pays. Il y a vraiment des détails, ça va jusqu'à ce point? Pour l'instant, ce n'est pas encore précis puisque est indiqué jusqu'au 1er septembre, c'est au 1er septembre que ce sera effectif, et a été chargé donc par l'administration présidentielle, le ministère des Affaires étrangères qui se charge de la délivrance des visas, d'indiquer les pays qui seraient concernés. Donc ça concerne essentiellement les pays occidentaux, évidemment. Euh, vous êtes au Congo démocratique. Je ne pense pas que le LGBTisme soit très, très accepté, donc ça ne vous concerne pas. Ça concerne vraiment les pays occidentaux, ça concerne vraiment tout ce monde-là. Et indiquer également les conditions plus précises. On aura vraiment, alors, on aura vraiment les éléments. Pour autant, les grandes lignes sont celles-ci, et après je me mettrai une nuance. Les grandes lignes, c'est, euh, dans la pratique, c'est tu vas au consulat de ton pays, tu fais une lettre où tu indiques que tu souhaites obtenir ce visa dit idéologique par rapport à, et là, donc, je ne peux plus supporter, ou mais je viens avec mes enfants parce que LGBTisme, etc., etc. À partir de là, tu as une délivrance d'un visa de 3 mois, temporaire de 3 mois, spécifiquement pour venir en Russie, pour déposer ton dossier justement de RVP, qui est un visa de 3 ans. Et une fois que tu as déposé pendant ces 3 mois ce dossier, vu qu'il faut à peu près, normalement, jusqu'à présent, pour ce genre de visa, peut-être que ça ira peut-être plus vite, peut-être qu'au bout de 3 mois, il sera déjà délivré et que les gens ne devront pas repartir. On n'a pas encore tous les éléments pratiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si on applique la même procédure, il faut 6 mois pour la délivrance de ce visa de 3 ans. Donc, il faut repartir dans son pays d'origine et attendre la délivrance de ce visa qui vous permet après de venir en Russie pendant 3 ans. Et après, on peut enchaîner sur d'autres visas. Ça, c'est un peu un visa de séjour que vous avez pendant 3 ans. Après, vous avez le permis de résidence, qui est le VNJ, la Vinicius. Ça vous permet, en fait, tous les ans, vous avez juste à montrer combien vous avez le minimum pour survivre, et puis c'est tout. Vous n'avez pas à le renouveler. Avant, il fallait le renouveler tous les 5 ans. Maintenant, c'est ad vitam aeternam. Bon, maintenant, ceci étant dit, euh, on n'a pas encore tous les éléments qui l'indiquent, et quand bien même ce système est simplifié parce qu'avant, il fallait que vous ayez des tests de langue, et le niveau qu'on vous demande, c'est le niveau B1. C'est pas non plus, c'est pas dire Yati Bialoulou, je t'aime, tu vois. C'est pas vraiment des phrases de tourisme. Il faut quand même un certain niveau. Euh, et puis il fallait rentrer dans les quotas, ainsi de suite, parce Donc qu'il y a là, des c'est quotas vraiment santé. des situations de réfugiés parce que tu parles pas la langue, donc tu te réfugies dans ce pays et tu vas tout apprendre sur place. Ça, maintenant, c'est Voilà, accepté. voilà. Alors, la nuance, c'est qu'il y a la loi, il y a les décrets d'application de la loi. Là, c'est ce qu'on attend avec vraiment du ministère des Affaires étrangères qui va vraiment préciser la procédure et tous les éléments. Et puis, il y a aussi l'interprétation et l'application de la loi en elle-même que vous avez dans les centres de migration en Russie, puisque souvent, ce sont des choses totalement différentes et vous pouvez avoir des bureaux de migration qui vous demandent des documents qui ne sont pas inscrits dans les documents officiels. Pourquoi? Parce que, et donc, on attend de voir l'application, Oui, parce bon, que ça, c'est des problèmes qui existent partout dans le monde. Voilà. Mais en tout cas, dans le principe, on est d'accord que c'est vraiment un visa qui permet d'enclencher des démarches pour s'installer pour des raisons idéologiques. Donc, c'est pas juste un visa de touriste comme n'importe quel pays. Certains critiques vont dire ça. Non, c'est un visa de 3 mois dans lequel
c'est officiel que tu es encouragé à déposer ton dossier. Donc, tu engages une procédure. Voilà, tu n'es pas là pour 3 mois de tourisme et après, tu dois rentrer chez toi. Donc, c'est officiel, c'est pour entamer cette démarche. Oui, 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 oui. C'est un D'accord, peu très comme, bien. c'est un peu comme et peut-être qu'ils feront plus rapidement parce que c'est un peu comme le visa étudiant. Quand tu demandes un visa étudiant en Russie, tu as un visa d'un mois, en fait, au tout début. Pourquoi? Ben, c'est pour t'enregistrer, pour que tu ailles vraiment à l'université et pas que tu rentres avec un visa étudiant et puis que tu vas jamais à D'accord. l'université. Ça Et leur c'est permet peut-être de faire des tests, de vérifier si c'est vrai, ta Ah oui, mais démarche, il y a etc., des preuves. certainement, Ouais, voilà. oui, certainement, mais dedans, il y aura certainement, évidemment, des gens qui vont questionner en Russie, pas au consulat. Le consulat, il va vraiment donner un visa de 3 mois. Et à partir d'une lettre d'engagement, et à partir là, vraiment, alors, quels seront les éléments de sélection? Est-ce qu'ils vont les sélectionner plutôt les familles? Est-ce qu'un individu Mm. tout seul peut dire, moi, je suis opprimé à cause de l'idéologie LGBT? Ça se trouve, non. Ça se trouve, c'est... À l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt effectivement l'idée de faire venir des familles ou des familles nombreuses, voire peut-être même ayant une croyance religieuse, qui pourrait être est-ce que quelqu'un qui serait un individu tout seul ou un couple sans enfant et qui se déclarait athée, est-ce qu'il peut venir en Russie dans le cadre de ce visa idéologique? Je ne sais pas. On peut, en tant qu'individu, être heurté ou par l'idéologie LGBT, mais on ne peut pas dire j'ai peur pour mes enfants si vous n'en avez pas. Donc, on n'a pas encore tous ces éléments-là et on les attend. Certains disent que c'est un effet on va dire de publicité et de marketing. Euh, il y a peut-être un peu de vrai dedans pour tacler un peu les pays occidentaux, mais c'est quand même une demande, comme je l'ai précisé au Oui, tout bon, c'est début, de qui bonne vient guerre. de la société russe. Donc voilà, est-ce que la Russie attend beaucoup de cela? Je ne pense pas. Est-ce que ça va faciliter les démarches pour beaucoup de gens qui voulaient venir justement avec cela? Oui, mais ça n'enlève pas tous les efforts et l'essentiel, c'est avec quoi vous allez vivre, et puis il faut apprendre le russe. Et ça, D'accord. Alors si, justement, apprendre le russe. voilà. Maintenant, parlons, au-delà du visa, parlons de la vie vraiment. Dans ta vidéo, tu dis aller en Russie, c'est pas comme déménager à Barcelone. Enfin, je crois que tu parlais de Barcelone ou d'Espagne, etc. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, on a compris que c'est pas à l'Occident, mais sur quoi tu vas alerter? C'est-à-dire que toi, tu penses qu'il y a des personnes qui pourraient, sur un coup de tête, aller en Russie, mais finalement, elles se rendraient compte que c'est Ouais, pas ce qu'elles veulent. C'est ça que tu veux dire? Est-ce ouais. que tu as eu ce retour d'expérience? Tu parles de quoi exactement? Oui, il y a des gens qui pensent que ils rêvent, ils fantasment un peu de la Russie. Alors, il y a des stéréotypes négatifs et aussi des fois positifs. Et peut-être que les deux ne sont des fois pas véridiques, ils n'ont pas de fondement. Et beaucoup peuvent. Vous allez une fois à Moscou. Moscou, c'est joli si vous y allez quelques jours. Mais c'est pas la Russie. C'est pas la totalité de la Russie. Puis vous pouvez aller au mois de fin juin, début juillet à Saint-Pétersbourg. C'est Oui. hyper joli avec les nuits blanches, c'est-à-dire où il y a très peu de nuits. C'est très bien, mais l'hiver, c'est autre chose. Alors moi, je dis ça, je suis dans le sud, la neige, on n'est pas beaucoup, très peu même, c'est l'exception. Mais il y a le tourisme et puis il y a la vie réelle. Et beaucoup de gens, des fois, peuvent fantasmer. Vous avez même des gens, que ce soit moi ou d'autres qui s'occupent de l'expatriation, vous avez des questions, il y a des gens qui demandent, mais comment on fait pour toucher le RSA en Russie? Bah, Non. on lui dit déjà, alors on lui dit déjà, bah, en France, si tu votes, t'en vas et tu touches le RSA, c'est illégal, mais ça, c'est ton problème. Mais non, non, la question c'était, il y a un RSA en France, donc il y a un RSA en Russie. On dit, non, 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 non. Là-dessus, la Russie a une autre forme de politique sociale, mais je lui dis, mais c'est pas une rétribution monétaire, et en plus, c'est réservé qu'aux Russes. Donc non, il n'y a pas. C'est Donc normal. cette mentalité entre guillemets, on va le dire très clairement, il y a certains droitards qui en fait pensent être des droitards, mais sont simplement, ils ont un esprit vraiment d'assister. Je dis pas social, parce que moi je suis assez social, j'aime bien l'intéressement de la participation, cette politique de Gaulle que certains pourraient qualifier de catholicisme social, que moi je donnerais, j'emploierais un autre terme, mais bon, peu importe. Mais certains sont vraiment dans cette mentalité française, ils n'en sortent pas. Et donc, pour répondre à ta question, venir en Russie en pensant que tu peux vivre comme en France, que tu peux plaquer ta façon de penser comme en France, non, il y a des points communs avec les pays latins, il y a des choses qu'on peut, la France, l'Italie, l'Espagne, même s'il y a des différences, mais il y a quand même un substrat qui est assez proche. La Russie, c'est tout à fait différent. Tu es à l'autre bout de l'Europe, tout de moins de la péninsule européenne, et ça fonctionne tout à fait différemment. Et c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être essayer cela à titre individuel, mais il va y avoir, s'il y a beaucoup de gens, évidemment, il va y avoir un filtre.
avoir un filtre énorme et Il y aura beaucoup de gens. forcément des déçus. Oui, c'est pour ça que des fois, des gens qui font appel à mes services, je leur dis en conseil, je leur dis, il y en a, ça les surprend, je leur dis, mais non, la Russie, c'est pas pour vous, ou alors vous n'êtes pas prêts. Et ça les déçoit, et bah oui, mais mon travail, surtout dans l'expatriation, tu changes de vie. C'est pas, tu vas à un Airbnb, quoi. Si tu fais une erreur de location, c'est une chose, voilà, ça passe, et puis une semaine après, tu as oublié. Là, c'est changer de vie. Et en Russie, comment tu fais, tu vis de quoi? C'est quoi ton travail? Parce que penser trouver un boulot en Russie si tu parles pas russe, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu dis, ah oui, mais je travaille dans l'IT, je peux. Oui, alors peut-être si tu es vraiment un pont, tu es vraiment un spécialiste et que dans ce milieu-là, tout le monde parle anglais, ok, tu vas trouver du boulot à Saint-Pét, à Moscou, et, peut-être, peut-être. Mais ça sera de toute façon pas au salaire occidentaux, même si là, avec le ratio de vie, etc., tu vivras très bien quand même en Russie avec ses Et ceux qui veulent spécialités. être, ceux qui sont à la retraite, on peut partir en Russie à la retraite ou pas? Oui, bah ça justement, ce visa peut-être est une solution pour eux parce que ce qui leur faisait peur, c'était cela, c'était la barrière. Et vous deviez déjà avoir un niveau avant pour réclamer ce visa de 3 ans. Il n'y avait pas un visa retraité spécifique comme il peut y avoir dans certains pays. Et donc là, ça peut être effectivement une solution pour eux. Alors, il y a toujours la question de l'achat du domicile, etc., etc. Ça, c'est pas interdit à l'étranger. La revente à l'heure actuelle pendant le conflit, ça, c'est une question. C'est vraiment une question. Que ce soit un appartement, une maison, vous n'avez pas. Mais ça, c'est une autre question. On ne va pas aborder ça ici. Mais pour autant, oui, ça va être une solution pour les retraités. Ça, c'est évident. Mais là encore, la question, je prends moi, par exemple, ma région. Tout le monde pense Sochi, Sochi, Sochi. C'est vrai que c'est beau, c'est un microclimat, ainsi de suite. Mais quand on est plus vieux, on a plus de problèmes de santé, par exemple. Si on a des problèmes cardiaques, Krasnodar, la ville où je suis, qui est donc la capitale régionale, c'est une des 3 ou 4 villes où vous avez le top d'un point de vue santé. Beaucoup de gens viennent d'ailleurs de Russie pour des opérations des yeux ou du cœur. Ils viennent à Krasnodar parce que vous avez de très très bons spécialistes, reconnus même internationalement. Mais si vous êtes à Sochi, il n'y a pas ce genre de... vous avez fait une crise cardiaque, on doit vous opérer. Bon, c'est bien, mais en hélicoptère, vous y êtes certainement en 1 heure et demie, 2 heures. Mais des fois, voilà, faut penser à... il y a beaucoup de choses à penser à cela. Et puis toujours, je terminerai pour pas être très long, en Russie, la modernité, c'est la ville, c'est pas dans les campagnes. Les campagnes, tu peux bien vivre, tu peux vivre une vie même celle que tu choisis, même survivre à 10 si tu as envie, c'est comme tu veux. T'embêtes pas l'État, l'État t'embête pas en Russie. Mais si tu veux, tu es habitué à des services et plus on est âgé, on a besoin quand même plus de services. Euh, et ben c'est en ville, c'est pas dans les campagnes, c'est pas le même rapport entre la France, même si la France aujourd'hui les campagnes sont désertes, etc. Mais c'est vraiment pas du tout la même vraiment le même rapport. Et ça, c'est pour ça qu'il faut d'abord venir en tant que touriste. Et si on voit les idées qu'on s'est faites ne sont pas fausses, à ce moment-là, effectivement, pouvoir faire cette démarche. Ok, très bien. Alors, j'ai une dernière question qui est un peu plus, on va dire, idéologique pour les patriotes. Tu sais que on va dire, le camp des patriotes est assez divisé en général sur la question russe. Il y en a qui sont très anti-russes et il y en a qui sont plutôt sympathisants de la Russie. Donc, j'ai partagé l'information sur le visée idéologique et j'ai des patriotes, des gens de droite qui m'ont dit, ouais, ben, t'as qu'à y aller, vous êtes tous des imbéciles, etc. Vous croyez que la Russie, c'est ceci, cela alors que Poutine organise le grand placement, la Russie elle s'islamise, Poutine a embrassé le Coran récemment, je ne sais pas, on m'a envoyé une photo. Donc en vérité, vous croyez que la Russie, c'est des nouvelles valeurs, etc. Mais en fait, la Russie, c'est un pays islamisé. Vous vous plantez tous. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Bah, je leur réponds que quand on est égocentré franco-français, on ne comprend pas le monde. La Russie, c'est pas une nation. La Russie, c'est un empire. Si la Russie est dans le Caucase ou dans d'autres endroits où il y a l'islam, c'est parce que c'est la Russie État qui est venu. Ces gens-là ne sont pas des immigrés. Ces gens-là c'est leur territoire. Les républiques du Caucase qui sont musulmanes, alors on parle de la Tchétchénie, mais il y en a d'autres, hein. Je ne dirais pas les noms parce que c'est imprononçable, on va dire, ou incompréhensible pour ceux qui sont pas habitués. C'est indigène, c'est en Russie. Et la grande différence, c'est que, par exemple,
les Tchétchènes, qu'on montre évidemment comme des méchants islamistes, entre parenthèses, c'est des soufistes, hein, donc c'est pas des salafistes, il y a une différence. C'est aussi très traditionnel. Mais c'est pas exactement la même chose, hein. C'est pas ceux qu'on a en France, hein, qui ont la petite barbe et qui n'ont pas la moustache, etc. C'est quelque chose de vraiment plus traditionnel qui est ancré avec l'identité du peuple. C'est pas une idéologie en quelque sorte. C'est vraiment ancré dans l'identité. Et sur le front, vous aviez des Cosaques qui ont fait partie dans l'histoire russe de ceux qui ont développé l'Empire. Donc, en général, peut-être, effectivement, ils étaient opposés. Mais aujourd'hui, dans le Donbass et en Ukraine, Tchétchènes et Cosaques versent le sang côte à côte. Et ça crée des liens plus qu'on le pense. Donc, euh, c'est assez amusant de voir des droitards qui souvent parlent de Napoléon, qui est donc normalement une vision impériale, qui ne comprennent pas que l'Empire, c'est pas on impose à un peuple une seule culture. Parce que ça, en fait, quelle est la différence avec la mondialisation ou une forme de colonialisme? C'est exactement la même chose. La Russie a intégré les peuples et n'a pas nié leur identité, donc leur langue et leur religion. Ce qui induit effectivement que dans la Constitution et dans le discours politique, il est indiqué que le cœur, justement, du monde russe, comme on l'appelle, c'est le peuple slave orthodoxe. C'est indiqué très clairement. Donc, les rôles sont bien partagés, chacun connaît bien sa place et tout le monde respecte tout le monde. Alors, il peut y avoir évidemment, il y a aussi une immigration des fois qui vient d'Asie centrale. Mais ce n'est pas les gens des villes d'ailleurs de ces pays-là, c'est les gens des montagnes qui ne sont pas très cultivés, qui sont tout seuls, enfin, le truc classique. Donc la vision qu'ont ces gens-là, c'est assez amusant parce que aujourd'hui l'Ukraine, qui était en 1991, avait 51 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est maximum, selon les derniers chiffres, je vais faire peut-être une vidéo sur ça, 19 millions d'habitants. Et tous ceux qui sont partis, les deux tiers ont dit qu'ils ne reviendront, mais jamais, jamais. C'est-à-dire les femmes et les enfants, vous avez les deux tiers qui ne reviendront jamais. Ils ont profité, certains, ceux de l'Ouest d'ailleurs, hein, qui étaient les plus patriotes ukrainiens, en ont profité. Dès qu'ils ont pu aller en Europe, ils sont partis. Dans tout le monde d'Europe centrale et le monde slave, ils ont un peu une réputation de gratteurs, hein. D'ailleurs, on le voit dans les pays aujourd'hui, la Hongrie, la Pologne, tout ça, ils leur suppriment les subventions parce que, ils étaient bien à rien faire aussi, hein. Donc ça aussi, une réalité. Ça, c'est l'Ouest ukrainien où il n'y a jamais d'industrie, il n'y a rien, qui vivait sur l'Est ukrainien, qui travaillait dans les sidérurgies, les mines, etc. Oh, bizarre, c'est des Russes. Et donc, la réalité, c'est que le grand remplacement, ça peut être fait en Ukraine, justement, parce que ces gens-là ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir dans un pays mafieux qui est totalement détruit, qui a pas d'avenir, que l'Europe ne va pas financer parce qu'elle n'a pas l'argent, et que la Russie va certainement pas financer un État qui va continuer à lui cracher à la gueule. Donc, il y a de fortes chances que ce soit plutôt l'inverse. Mais qu'est-ce que je vais répondre? Venez en Russie. Je dis, venez en Russie. Il y a la propagande et puis il y a la réalité. Mais l'islam n'est pas forcément un ennemi. Si vous avez peur à ce point-là de la religion, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre propre valeur non plus. Après, il y a la quantité, l'immigration, etc. Mais ça, c'est une question, mais une question qui est résolue en Russie en ce moment, qui peut aussi poser un problème. D'où l'idée, et c'est peut-être le premier test d'une nouvelle politique migratoire que la Russie va mettre en place, mais à mon avis seulement après le conflit en Ukraine, puisque pour l'instant, elle est orientée sur cela. Et peut-être que ce visa idéologique est le premier, un test grandeur pour voir s'il y a une appétence par rapport à la Russie pour une certaine catégorie de venir en Russie. Et pourquoi pas après des visas spécifiques. Alors, moi, je milite pour ça, mais des visas spécifiques pour les digital nomades ou justement spécifiquement retraités, etc. Pour vraiment chaque catégorie de personnes dont je sais qu'elles viendraient en Russie si on lui facilitait tous les éléments administratifs. Mais pour conclure et terminer sur ta question, c'est assez amusant de voir des gens donc, qui se disent de droite, patriotes, nationalistes français, etc., et qui reprennent le narratif des merdias de l'OTAN, dont le fonds de commerce, pour exister, puisque l'OTAN, c'est l'outil de contrôle politico-militaire des États-Unis sur l'Europe, donc il pour exister a besoin d'un ennemi et de diviser les Européens. Euh, Évidemment, on soutient le chauvinisme polonais, on soutient le chauvinisme contre la Russie. Russie d'aujourd'hui, qui n'est pas l'URSS d'hier, la Russie n'a aucune volonté d'expansion territoriale. Là, on va dire, bah, en Ukraine, qu'est-ce qu'il fait? Bah, si à un moment, on va dire, tu voulais la guerre, bah, et oui, il va falloir, si tu veux, en 2022, si la Russie est intervenue, c'est qu'au début mars, il y avait une opération militaire ukrainienne qui était prévue pour faire l'opération croate sur tout le Donbass.
Ça s'appelle une épuration ethnique. Bon, bah, c'est bizarre, mais les Russes, ils n'aiment pas quand on tape les Russes, donc ils interviennent. Mais au-delà de ça, on est dans une situation aujourd'hui où je pense que effectivement, la Russie peut être euh, une destination pour ceux qui, peut-être temporairement, ou peut-être pour refaire leur vie, ça dépend le profil de chaque personne, ça dépend aussi de son âge, ça dépend d'énormément de choses, hein. Il n'y a pas un profil particulier, que la Russie peut être une destination de vie, et et elle sera, à mon avis, de plus en plus, ne serait-ce que pour des raisons économiques, parce que l'Ouest européen, aujourd'hui, euh, voilà, qu'est-ce que va devenir l'euro? Qu'est-ce que va devenir un pays avec une énergie très chère? Bravo les sanctions. Sanctions que ne s'appliquent pas à eux-mêmes, hein, les États-Unis, parenthèse, comme toujours. Et alors que la Russie, justement, pourquoi elle ne met pas tous ses efforts dans la guerre? Parce qu'il y a aussi la guerre économique. Et économiquement, elle est déjà en train de la gagner et elle est déjà en train de préparer son futur économique. Son futur économique, c'est avec l'Asie du Sud-Est, on va appeler ça comme ça en général. Elle a bien compris avec le reste du monde. Donc, comment dire ça? Et elle a bien compris pour répondre aux gens qui te disent sur la Russie quand je vais essayer de trouver un mot qui ne soit pas vulgaire, des balivernes, venez ici et puis en Russie, regardez, faites votre opinion par rapport à des faits et non pas par rapport à des choses qui n'existent pas. C'est pour ça que je vais développer plus une chaîne où je vais parler peut-être de la politique intérieure russe où je vais indiquer les débats avec les bons et les mauvais côtés. Ce n'est pas un pays idéal non plus. En particulier, peut-être sur certains sujets tels que l'immigration. C'est un sujet qui est très actuel en ce moment en Russie, où justement on corse l'immigration. Et ce visa idéologique a été on l'attendait plus ou moins, mais ça a été une bonne surprise. C'est pas idéal, c'est pas pour tout le monde. Il y aura des échecs, mais à mon avis, c'est le premier pas d'une politique plus générale après la fin du conflit militaire. Mm. Donc, si je résume un petit peu ton point de vue, le problème de certains droitards est qu'ils ils caricaturent un petit peu trop l'islam parce que l'islam que tu peux trouver en Russie, c'est pas forcément la même qui est en France. Et ils suivent un petit peu la même philosophie que le mondialisme parce qu'ils veulent un petit peu tout uniforme dans le sens peut-être même extrêmement catholique, etc., de culture. Ils ont l'habitude de la France comme une nation et ils croient que la Russie est une nation, alors que c'est pas ça, c'est un empire, comme tu as dit. Donc, dans l'empire, il y a un cœur qui est slave orthodoxe et le reste accepte que ce soit des minorités. Et ça, et si tout le monde est d'accord, ça fonctionne. Et donc, c'est ça que certains ne comprennent pas. Peut-être ceux qui sont plutôt de sensibilité, les identitaires français ne comprennent pas forcément cela, là, le multiculturalisme de la Russie. C'est ça que tu veux dire? Tu peux pas calquer une situation française à une situation russe. C'est Mm, impossible. Et leur erreur, c'est de le faire. Et mm, ça, c'est ce côté bien occidental et français, se croire le centre du monde, se croire le modèle et croire que tout le monde vit comme soi. Mais non, non, non. Vous êtes l'exception en Occident, parce que moi, je suis européen, je ne suis pas occidental. Mais vous êtes une exception en Occident. Le reste du monde ne fonctionne pas comme ça. Alors, est-ce que c'est bien, c'est mal? Non. Vous pouvez avoir raison de ce que vous vous indiquez. Mais vous confondez religion et immigration. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. En Russie, c'est deux choses différentes. Vous avez en Russie des peuples autochtones qui sont donc musulmans, qui sont aussi pour durcir la politique de migration parce qu'ils ne veulent pas des centres asiatiques. Ils sont musulmans, les autres aussi sont musulmans. Vous expliquez ça comment? Non, c'est plus complexe que ça. Est-ce que c'est facile à gérer? Bah non, c'est jamais facile de gérer un peuple, quelque chose de social, une Russie qui a les problèmes de sa réussite parce que son économie est en surchauffe. À mon avis, en Occident, on aimerait bien avoir ce problème. Et c'est vraiment tout à fait différent. T'as bien résumé. Ne comparez pas à la France ou les problèmes qu'à la France, parce que la Russie n'a pas les mêmes problèmes, parce qu'elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas la même élite au pouvoir, elle n'a pas la même politique et surtout, elle n'a pas les mêmes perspectives économiques. Ça change donc évidemment la résolution du problème et pas le même niveau de conscience du peuple russe. Le peuple russe a bien conscience que l'Occident est un contre-modèle sur cette question, effectivement, de l'immigration. Ce pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, de part évidemment le patriotisme qui est très très présent en Russie, certains en profitent pour faire justement mettre cette question
à l'ordre. Et évidemment, il y a après toutes les questions géopolitiques qu'on va voir et ainsi de suite. Mais la Russie doit gérer cette question d'une manière intelligente parce que bien évidemment, les États-Unis font tout pour un peu corser les choses. Et donc, euh, vouloir ou penser ou vouloir évidemment que ça se passe mal en Russie avec une fausse analyse, un faux bilan, et que là, on aimerait bien, certains, je dis on, c'est un général pour ces gens-là, ils aimeraient bien que ça se passe mal, ils oublient que la Russie, c'est le seul État souverain européen aujourd'hui. La Russie, s'il y a une Europe qui combat pour sa souveraineté, sa liberté, c'est la Russie, il n'y a pas d'autre État. Quel État qui est dans l'OTAN peut défendre pleinement et souverainement toutes ses décisions, toutes ses libertés? On va dire Orban, ouais, mais pourquoi il reste dans l'Europe? Parce que il reçoit plus d'argent qu'il en donne à l'Union européenne. C'est comme ça que ça se passe. Si c'était dans l'inverse, peut-être qu'il partirait. Mais il n'est pas aussi libre que ça. Il défend les intérêts de son pays, c'est très bien, voilà, sans plus. Mais le seul pays qui a les moyens de le faire et qui est un contre-exemple, parce que l'Europe qui se construit autour de Moscou, qui est l'Union économique eurasienne, c'est un contre-exemple justement de l'Union européenne. Il faudra plutôt s'appuyer justement sur ce contre-exemple contre-exemple dans le bon exemple du terme, l'Europe qui se construit autour de Moscou, pour proposer un autre projet politique en Europe. Hum, Chaque pays est différent dans le cas précis. Et des gens qui disent justement, je terminerai là-dessus pour pas être trop long, voir ces patriotes ou ces nationalistes français qui parlent de la spécificité de chaque pays sur lequel on peut être d'accord. Pour moi, il y a beaucoup plus de points communs dans les pays européens, mais ça, c'est une autre question. Mais euh, dans leur critique et leur analyse sur la Russie, euh, plaque une analyse comme si la Russie était identique. Il y a quand même il y a une dichotomie entre ce que vous dites et votre analyse sur un autre pays. Il faudrait peut-être un petit peu sortir des réflexions pavloviennes où la Russie, c'est le méchant bolchevique avec son couteau, il y a de la neige partout et ainsi de suite. Ça, c'est terminé. Tous ceux qui viennent à Moscou, parce que généralement, quand on vient en Russie, on va d'abord à Moscou, mais même ailleurs, vous allez même ailleurs. Vous allez même, effectivement, moi, dans le sud, etc. C'est vraiment une autre image que vous avez immédiatement. C'est pas l'image des caricatures que vous avez. Parce que les gens sont la plupart du temps surpris. Surpris. Surtout, vous allez à Moscou, faites une comparaison entre la capitale de la France ou même certaines villes françaises, vous allez à Moscou, on n'est pas dans le même siècle, hein. On n'est pas dans le même siècle. Ok. En tout cas, c'est sur ma to-do list de venir visiter Krasnodar. Et bon, je rappelle à nos téléspectateurs que s'ils veulent des informations sur Krasnodar, ils te contactent et on va mettre des informations dans la vidéo. Ok, ben, très bien. Merci beaucoup Fabrice pour cet éclairage de Français résidant sur place et j'espère qu'on se recroisera très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.